Vous avez donc été 54% à voter pour Fight Club lors de la dernière analyse de film, donc je vais aujourd'hui vous expliquer point par point pourquoi Fight Club traite des conséquences néfastes que crée un cocktail détonnant, maladie mentale et isolement. Magnéto, Serge. Ah, et Edward Norton et Brad Pitt, c'est une seule et même personne parce que si t'as pas vu le film, il n'y a pas de raison que tu regardes cette vidéo. Donc, Magnéto, Serge. Fight Club, c'est l'histoire d'un gars, Jack, qui se rend compte que sa vie n'a aucun sens si ce n'est celle qui lui est proposée par la société, c'est-à-dire consommer. Jack se rend compte petit à petit que bien qu'il soit le parfait citoyen, c'est-à-dire avoir un travail, du pouvoir d'achat et du temps de cerveau disponible, il développe des symptômes. Bah oui, parce que l'être humain n'est pas qu'un enfilement de neurones et de neurotransmetteurs, mais bien un sujet désirant, donc il trouvera toujours le moyen de développer des symptômes pour un retour à la vie. Pour une meilleure compréhension de ce que je viens de dire, vous pouvez regarder ma vidéo sur l'hystérie, je l'aborde bien plus précisément. Donc Jack commence par faire des insomnies, ce qui l'amène à des épisodes anxieux, puis dépressifs. Et suite à un brillant examen clinique mené par ce qui semble être le fleuron de la médecine, Jack se retrouve catapulté dans des groupes de soutien pour personnes présentant diverses maladies graves. Il se rend alors compte que ses rapports humains, riches en sincérité et émotion, lui font beaucoup de bien. Il sort donc de son anesthésie générale pour aller vers ses rapports. Problème, une femme du nom de Marla profite des mêmes bienfaits de ces groupes, ce qui empêche Jack de ressentir l'apaisement recherché, car il sait que quelqu'un connaît sa supercherie. Jack va alors créer un groupe secret qui, de par son essence, sera interdit à sa némésis Marla, le Fight Club. Ce club aura plusieurs fonctions. Vivre des sensations fortes et revigorantes, raviver la masculinité des hommes, permettre des questionnements philosophiques sur la place de l'homme dans la société moderne occidentale. Tout va bien dans le meilleur des mondes, mais quand même, au bout d'un moment, le Fight Club commence à se mouvoir en quelque chose de différent. Il s'agit progressivement d'exporter l'anarchie et le chaos dans la société. Des actions de plus en plus fortes vont alors avoir lieu pour faire tomber le paradigme dominant. Jack se rend donc compte que le projet Chaos dépasse les bornes, il se rend également compte que Tyler Durden, son alter ego, n'est autre qu'une projection de son propre psychisme. S'ensuit alors une bataille interne, identitaire, psychologique et philosophique pour que Jack reprenne le contrôle. Donc je suis désolé, mais avant de rentrer dans l'analyse du film, je dois faire une méga parenthèse sur la pathologie psychiatrique de Jack. Je vais faire vite. Jack est atteint d'un trouble de la personnalité multiple, ou trouble dissociatif de l'identité pour les plus DSM d'entre vous. Il s'agit bien de faire le diagnostic différentiel avec une schizophrénie, car Jack présente progressivement des épisodes d'amnésie, notamment lors du projet Chaos. Et ces épisodes d'amnésie, c'est ça qui est très spécifique des troubles de la personnalité multiple. De même, les comportements auto-agressifs sont surreprésentés dans ce trouble-là. Et comment vous dire qu'avec Fight Club, c'est le jackpot, hein? Jack, pote, parce que Tyler Durden, c'est le pote de Jack? Non? Bon, bref. On trouve aussi des troubles de la sexualité, et on n'en parle pas souvent, mais l'hypersexualité, en fait partie au même titre que le manque de libido et d'érection. Et là, je vais juste prendre quelques minutes pour vous faire de la prévention, aussi bien à destination des collègues professionnels de santé que des moldus qui suivent la chaîne. Et ne vous en faites pas, vous êtes les bienvenus sur la chaîne, bien sûr. Je vais vous expliquer en 3 points comment savoir si vous avez affaire à un simulateur du trouble dissociatif de l'identité. Vous allez voir, c'est super facile. Si le trouble est mis sur le devant de la scène, or, les véritables troubles de la personnalité multiple tentent plutôt de le cacher, un peu comme les hauts potentiels. On a une surreprésentation des symptômes connus des moldus, c'est-à-dire la personnalité multiple en tant que telle, mais pas des autres symptômes, type dépression, amnésie, anxiété, automutilation, etc. Bah oui, faire des vidéos YouTube et TikTok ou mettre en scène de l'amnésie, c'est pas ouf. Et s'automutiler, c'est courir le risque de se faire striker sa chaîne, donc on va juste présenter du contenu putaclic et on garde des vues. Les identités sont surjouées et stéréotypées. Dans la vraie vie, on va plus souvent rencontrer des personnalités extravagantes qui peuvent cohabiter avec des timides ou des personnalités beaucoup plus nuancées, alors que chez les youtubeurs qui vont avoir un trouble de la
personnalité multiple ou autre, eh bien vous allez avoir vraiment des stéréotypes, c'est-à-dire je passe de la petite fille de 8 ans au gros pervers narcissique qui fait ci, qui fait ça, enfin voilà, un petit peu comme le film Split où c'est là aussi très 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 stéréotypé. Voilà, à présent vous pouvez rapidement et très simplement savoir faire la différence entre un pimpin en mal d'identité qui veut faire des vues sur un réseau social et un véritable trouble psychiatrique qui met des personnes réelles en très grande souffrance psychique. Désolé, mais ça fallait que je le dise parce que ça me fout les boules, ces tocards, c'est un truc de dingue. Mais ce diagnostic, au final, n'est pas si important pour mon analyse. Quel que soit le diagnostic, on s'en fout un peu, mon propos est à entendre pour n'importe quelle pathologie mentale ou souffrance psychique. Durant le film, le narrateur, si on doit l'appeler comme ça au départ, est justement en questionnement sur lui-même, sur qui il est. Je feuilletais les catalogues en me demandant quel genre de vaisselle me définit en tant que personne. Qui je suis, dites-moi. Il nous est d'ailleurs volontairement jamais dit son nom par les autres protagonistes, mais lui tente progressivement de se nommer et se caractériser. Je suis le canal biliaire irrité de Jack. Je suis la vengeance narquoise de Jack. Je suis le sentiment de rejet exacerbé de Jack. Comme s'il collectionnait progressivement ce que devait être Jack. Le film nous montre donc un individu qui se cherche et cela devra dépasser le cadre d'un nom et d'un recueil de comportements. Durant le film de David Fincher, quelque chose doit nous sauter aux yeux. C'est la solitude de Jack. Il est seul chez lui, seul au travail, seul dans les aéroports et il vient même à inventer un concept d'amis à usage unique. Les gens que je rencontre sur chaque vol sont mes amis à usage unique. Point important selon moi, lorsqu'il demande de l'aide à un médecin, celui-ci ne l'écoute pas véritablement. Il n'est pas entendu en tant que sujet dans sa demande implicite. Il est traité comme un objet à la suite des autres, un cas clinique à la chaîne. Les premiers retours à une vie psychique plus apaisée, une baisse des symptômes et une vie émotionnelle se trouvent dans ces groupes de parole pour personnes atteintes de cancer. Il est, même si c'est sous forme d'imposture, dans des groupes où chacun écoute et prend l'autre en considération, ce qui est loin de son monde consumériste et aseptisé. C'est vraiment par l'autre qu'on commence à avoir une identité. Pour information, ce que nous appelons le stade du miroir, c'est quand l'enfant est porté par sa mère ou par le parent, quoi, et qu'il se regarde dans le miroir et que l'enfant, le parent, le nomme. C'est-à-dire, regarde, ça c'est toi, Jérémy, regarde et tout, oh, que tu es mignon ou quoi que ce soit, et l'enfant, petit à petit, va finir par se trouver une identité et une représentation de soi à travers le miroir, mais aussi à travers le regard de l'autre qui le nomme et qui lui montre que ça, c'est lui. Que ça, ce n'est pas lui, mais ça, c'est lui. Donc vous voyez, le stade du miroir est vraiment important, et le stade du miroir est important dans la mesure où il est nommé par quelqu'un d'autre. Jack commence donc à fréquenter ces groupes assidûment, mais un point le gêne inconsciemment, selon mon avis, ils ne lui correspondent pas en tant qu'individu. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je dirais que Jack est sexiste, agressif et utilitariste. Les femmes sont à ses yeux soit des obstacles, soit des objets sexuels. Ses pulsions agressives, je ne vous fais pas un dessin, et il utilise toujours l'autre comme un moyen de parvenir à ses fins. Il est normal qu'il finisse donc par créer un groupe à lui, un groupe qui lui ressemble. Ce groupe va lui permettre d'exprimer ce que lui a à exprimer, son agressivité et sa rancune. C'est en faisant partie de ce groupe que Jack commence à gagner en confiance en lui et, comme nous tous, c'est parce que dans ce groupe social, il a une place, il est entendu et il a une fonction qu'il se sent avoir une place dans la société de façon plus générale. Nous avons toutes et tous besoin d'appartenir à un groupe qui va faire un effet miroir sur qui nous sommes et comment nous fonctionnons. C'est pour ça que l'appartenance de groupe à l'adolescence est si important. Ça fait tuteur identitaire au moment où on en a bien besoin dans la construction de soi. Mais quand on fait partie d'un groupe, qu'on se sent vraiment accepté, voire être le leader, on peut également laisser parler de plus en plus son côté sombre. Une personne qui ne se sent pas véritablement incluse ou acceptée d'un groupe va continuer de faire attention à ce qu'elle dit, à ce qu'elle fait, va suivre les règles et ne surtout pas remettre la doxa en question. En revanche, un leader, le meneur du groupe, qui lui sait qu'il bénéficie d'une aura et d'un poids particulier dans ce groupe, va tôt ou tard se laisser aller. Ce n'est pas plus tant le surmoi que le ça qui intervient parfois.
Mais disons simplement que c'est l'ego qui va venir prendre la place. Par ego, je fais ici référence à la dimension narcissique et pulsionnelle du moi. Dans Fight Club, c'est l'ego de Jack qui prend le dessus car il est le meneur. Même s'il pense que c'est Tyler Durden qui lead le groupe, en réalité, nous savons que c'est lui, et ce qui nous est proposé de voir, c'est la projection de son ego. Un ego sûr de lui, sympa, réfléchi et contestataire, mais somme toute normal. C'est après que la projection de son alter ego file un autre coton. C'est au moment où le projet Fight Club devient le projet KO que je fais l'hypothèse que l'ego narcissique, agressif et rancunier de Jack laisse ses plus bas instincts se déchaîner. Tyler Durden montre un visage de toute puissance et de domination de l'autre. Il ne respecte plus les règles, les lois ou les individus. Il monte une armée littéralement pour entrer en guerre contre le système, là où auparavant il s'agissait simplement de ne pas correspondre et répondre bêtement à celui-ci. À présent, Tyler, armé de son groupuscule, se sent le plus fort et souhaite faire plier la société. Le délire de grandeur pousse à entrevoir un moi blessé et qui déchaîne toutes ses pulsions les plus enfouies. On voit là un des risques majeurs lorsqu'un individu est trop adulé, qui se sent avoir tous les droits et l'ascendant sur autrui. Il met de côté tout ce qui le rend sociable, il laisse agir son ça et non plus son surmoi. Mais mon analyse va plus loin et ce n'est pas tant Jack qu'il faut blâmer pour tous ses actes. Le vrai problème, c'est pas des gars qui pissent dans des soupes, défoncent des œuvres d'art et font tomber des immeubles. Le vrai problème, c'est pas non plus que des personnes aient des hallucinations, des dédoublements de personnalité ou des pulsions agressives. Non, tout ça, ce sont des conséquences. Le problème qui nous est montré dans le film de David Fincher est que l'expérience de solitude de notre société a de graves répercussions et conséquences pour les êtres humains. Tout le début du film nous montre à quel point Jack est isolé. Il vit seul, on ne lui connaît ni amis, ni famille, et il n'a rien d'autre pour tenter de s'accomplir que de consommer ce qui pourrait lui donner un semblant d'identité. Lorsque ces symptômes débutent, on voit à quel point le corps médical, forcé de faire du travail à la chaîne, ne prend pas non plus le temps d'entendre sa détresse. Tyler Durden est alors une première réponse à cette solitude. Les groupes de cancer, une autre tentative. L'appel à l'aide en mettant le feu chez soi en est une autre. Le Fight Club est par contre la solution. Dans ce groupe, Jack a sa place, sa fonction, il donne un sens à son existence. Il est intégré socialement et tatati et tatata. Mais la rancune envers la société qu'il a exclue pendant si longtemps fait que le symptôme aura le dessus et prendra de l'ampleur. La société ne crée pas forcément des maladies mentales, mais elle les entretient et les fait grandir et décompenser toujours plus profondément. Il me semble, avec mon prisme de psychologue, que David Fincher présente dans ce film, que je considère comme un chef-d'œuvre d'ailleurs, que l'isolement massif dans lequel nous précipitent nos sociétés occidentales est un énorme vecteur d'aggravation de notre santé psychique. Et je valide ce constat. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je l'ai faite en bonus parce que, rappelez-vous, je me suis planté sur les calculs, enfin bon bref, avec Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Si vous n'avez pas vu l'analyse, elle est là. Et à la fin d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind, je vous parle de Taxi Driver ou Apocalypse Now. Donc si vous n'avez pas voté là-bas, ben, vous pouvez voter ici. Taxi Driver ou Apocalypse Now, et puis j'analyserai selon le prisme du psy, bien évidemment, le film qui sortira le plus. Là, je crois qu'il y a un tout petit peu plus de votes pour Taxi Driver. Donc si vous voulez faire pencher la balance un peu plus ou renverser la vapeur, allez-y. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez toujours aider la chaîne comme les tipeurs de l'extrême et les utipeurs de l'extrême. Je vous remercie très chaleureusement, encore et toujours. Franchement, je vous remercie pas assez. Et vous pouvez donc m'aider via ce moyen-là. Il y a un autre moyen qui est vraiment gratuit et qui fonctionne très bien pour faire connaître la chaîne, c'est le partage. Vous pouvez mettre un pouce, commenter, un partage et tout, mais voilà, c'est gratuit et le partage, croyez-moi, c'est ce qui fonctionne le mieux. Mais rappelez-vous toujours que j'ai pas des gros potes qui ont 150, 200 000 abonnés et qui vont me faire de la pub, donc je ne peux compter que sur vous. Il y a mon livre aussi sur le divan de mes patients, si la psychologie vous intéresse, où je vous explique comment ça se passe vraiment à l'intérieur d'une thérapie, à l'intérieur d'une séance avec son psy.
Et voilà, sinon rien de particulier. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez connectés, prends soin de toi et n'oublie pas que... Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue.